Bonsoir à toutes et à tous. Je vais me dire bonjour, j'en ai marre de dire bonsoir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Odyssée Spatiale, saison 6, épisode 6. Et avant de vous présenter notre invité du jour, générique. À tous de DDO, décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Décollage. Live long and prosper, Odyssée. Et on se retrouve donc pour une nouvelle émission. Je suis bien entendu accompagné par mon cher Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir, ce que j'aime être en contradiction avec ton bonjour du début. Exactement, on enregistre en fin de journée, mais vous l'écoutez quand vous voulez. Et on dit également bonjour ou bonsoir à Claire Moutou. Bonjour Claire. Et bonjour et bonsoir. Exactement, merci d'être avec nous encore une fois aujourd'hui. Je le rappelle, tu es directrice de recherche au CNRS et astronome à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse, raccroché à l'Observatoire Midi-Pyrénées, comme ça on cite tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Les gens ont pu te découvrir par ton portrait d'espace, où tu as expliqué un peu ton parcours, et tu nous as fait comprendre que tu travaillais notamment sur les exoplanètes. Ma première question, pour les néophytes, dont je fais partie, qu'est-ce qu'une exoplanète exactement ? Alors les étoiles sont entourées de planètes. Dans le système solaire, on sait que le Soleil a 8 planètes autour de lui. Donc les exoplanètes, ce sont des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Tout simplement. Ok. Et pour rebondir, est-ce que là on enregistre, on est le 16 mars 2026, est-ce que tu as une idée du nombre d'exoplanètes qui ont été découvertes jusqu'à aujourd'hui ? Et est-ce que tu as une idée, est-ce que entre chercheurs, vous théorisez sur le nombre qu'il en existerait dans l'univers ? Ah oui, on saute directement à la fin, à la conclusion. On passe sur une autoroute. Donc aujourd'hui, il y a quelques jours, je n'ai pas vérifié ce matin, mais il y a quelques jours, on était à 6250 exoplanètes connues, vérifiées, confirmées. Et du coup, si on extrapole ce nombre à celles qu'on sait qu'on rate, parce qu'elles ne sont pas dans les bonnes configurations, mais qui sont probablement statistiquement là, on pense qu'il y aurait plus de 100 milliards de planètes dans notre galaxie. Je rappelle qu'il y a 200 milliards d'étoiles dans la galaxie, dans la Voie lactée. Donc on estime que quasiment toutes les étoiles, sauf celles qui sont des binaires très serrés ou des étoiles très chaudes et qui ont une durée de vie très courte, quasiment toutes les étoiles forment des planètes et parfois en cortège comme dans le système solaire. Donc voilà, s'il faut dire un nombre, ça serait à peu près 100 milliards. Donc 100 milliards uniquement dans notre galaxie ? Oui. Quand on imagine qu'il y a plusieurs milliards de galaxies dans tout l'univers connu, inconnu, visible, invisible. Oui. Okay. Voilà, si vous n'aviez pas déjà le vertige, ça commence. On peut revenir peut-être, parce que Thomas nous a fait sauter à l'heure actuelle, mais de quand date la première observation d'une exoplanète et de quand date peut-être les premières théories sur des exoplanètes, si on peut les tracer ? Les premières recherches de planètes ont commencé dans la fin des années 80. Et donc c'est en 95 qu'on admet avoir trouvé la première planète extrasolaire ou exoplanète autour d'une étoile telle que le Soleil. C'est-à-dire que quelques années avant, on a trouvé des exoplanètes, mais elles étaient autour de pulsars. Et les pulsars, ce n'est pas vraiment des étoiles comme le Soleil, c'est des étoiles finies, enfin, en fin de vie, qui ont explosé déjà et qui sont des étoiles à neutrons. C'est pas du tout le même environnement. Mais en 95, la première exoplanète autour d'une étoile comme le Soleil a été trouvée. Et donc, je rebondis d'ailleurs quelques années après, en 2019, les deux découvreurs, donc Michel Mayor et Didier Queloz, ont obtenu le prix Nobel pour cette découverte, quand même les citer. Et du coup, c'est quoi les différentes méthodes pour trouver, découvrir ou identifier des exoplanètes ? Alors la première à laquelle on pense, c'est faire une image. On regarde l'étoile et puis on regarde s'il n'y a pas un petit point à côté qui serait la planète. Et en fait, on se rend bien vite compte que si on regardait par exemple le Soleil, le système solaire, donc le Soleil et sa plus grosse planète Jupiter, à quelques années-lumière de chez nous, on verrait rien du tout. Parce que simplement, Jupiter, et même Jupiter qui est la plus grosse, elle est 1 milliard de fois plus faible que le Soleil. Donc elle est vraiment très très faible. Et en plus, angulairement, elles sont très proches. Donc l'étoile et la planète,
à la distance d'une autre étoile, elles sont vraiment très proches. Donc on ne peut pas les distinguer et ce problème de contraste, au moins 1 milliard pour des planètes géantes. Et donc l'imagerie directe, c'est pas forcément la plus facile des méthodes. Il y a quand même eu des découvertes faites avec cette méthode, je peux vous en parler si ça vous intéresse. Et sinon, on s'est beaucoup intéressé à des méthodes indirectes et la première exoplanète qui a été trouvée, donc 51 PEG-B, elle a été trouvée par une méthode indirecte. Donc on appelle ça la méthode des vitesses radiales. C'est une méthode qui consiste à aller regarder le tirage gravitationnel de l'étoile due à la planète. Et du coup, comme c'est la planète et l'étoile qui tournent autour du centre de gravité du système, eh ben, l'étoile fait des ronds dans le ciel. Et quand on regarde ces ronds, on peut s'apercevoir de la présence de la planète sans voir la planète. Donc ça, c'est une des méthodes indirectes. Et la deuxième méthode indirecte la plus utilisée, c'est la méthode des transits, où si on a la chance de voir le système par la tranche, on va voir périodiquement placé le disque de la planète devant l'étoile. Et donc ça nous donne une idée du rapport des rayons entre la planète et l'étoile. Et donc, quand tu parles de la méthode des transits, c'est qu'on voit que la luminosité de l'étoile baisse un tout petit peu de manière périodique ou pas périodique, dépendant de comment tourne la planète. Enfin, si ça reste périodique, mais ça peut être régulier ou irrégulier, si c'est une rotation elliptique ou une rotation classique, si on peut dire. Et tout à l'heure, tu parlais de la traction gravitationnelle, c'est ça ? Et ça veut dire qu'en fait, on sait que l'étoile exerce une forme de gravité sur la planète et donc elle tourne autour d'elle, mais la planète exerce aussi une forme de gravité sur l'étoile. Ça, c'est quelque chose pour les néophytes, c'est difficile à imaginer que du coup la présence de la planète ou de plusieurs planètes impacte la manière dont se positionne, si on peut dire, l'étoile par rapport au centre de gravité, ce que tu disais. C'est comme ça que vous l'observez. Oui, alors il y a deux questions. Alors, d'abord pour les transits, une planète qui est toute seule autour d'une étoile, elle va être périodique. Même si elle a une orbite très allongée, elle va revenir périodiquement toujours à la même heure, on va dire, au même moment. Après une période entière, elle va revenir devant l'étoile. Donc on peut mesurer la période et c'est strictement périodique. Bon, sauf dans les cas particuliers dont je pourrais parler. Et donc ça, c'est la méthode des transits. Donc effectivement, on cherche la baisse de luminosité de l'étoile due au passage de la planète. Donc ça fait au maximum 1% ou quelques pourcents de la luminosité de l'étoile qui diminue de façon brutale pendant le passage de la planète. Ça va durer quelques heures et ça revient périodiquement. Pour la méthode des vitesses radiales, donc le fait qu'il y ait une planète, ça va déplacer le centre de gravité du système. Donc au lieu d'être tout à fait au centre de l'étoile, elle est un tout petit peu déplacée. Et donc pendant que la planète fait un énorme tour autour de son étoile, l'étoile, elle, fait un tout petit tour autour de ce centre de masse. Donc c'est un minuscule mouvement de l'étoile, mais qui est beaucoup plus facile à voir que l'énorme mouvement de la planète. Et tu nous l'expliques, c'est très léger. Et quels instruments vous utilisez pour mesurer ce genre de choses, que ce soit par la méthode des vitesses radiales ou du transit? Tu nous as dit que ça ne pouvait pas être des télescopes comme on l'entend, classiques, disons. Quels sont les instruments que vous utilisez, vous ? Alors ce qu'on mesure, en fait, c'est le déplacement de l'étoile qui s'avance et qui se recule. Donc quand la planète passe derrière, l'étoile va avoir tendance à avancer vers nous et puis l'inverse, quand la planète passe devant, l'étoile se recule. Et donc ce balayage vers nous ou s'éloignant de nous, ça se voit avec l'effet Doppler. Donc on utilise l'effet Doppler avec les ondes lumineuses, comme le radar sur l'autoroute ou comme une ambulance qui passe dans la rue. Donc le spectre de l'étoile va être déplacé vers le bleu ou vers le rouge selon qu'il s'approche ou qu'elle s'éloigne. Et du coup, ce petit décalage de vitesse qu'on va mesurer. Donc là, je parle de décalage de vitesse de l'ordre de 1 à quelques mètres par seconde. Donc c'est la vitesse d'un piéton lent, on va dire, mais pour une étoile qui se déplace à des kilomètres par seconde autour de la Voie lactée. Donc c'est ça qu'on essaie de mesurer. Et donc les télescopes, c'est des télescopes qu'on utilise, c'est des télescopes tout à fait normaux. Les télescopes, en gros, c'est des entonnoirs à lumière. On collecte de la lumière et après on l'analyse avec des instruments et c'est l'instrument qui fait toute la différence. Donc ce qu'on utilise comme instrument pour mesurer ces tout petits infimes déplacements en vitesse sont des spectrographes qui sont
à très haute résolution, donc qui permettent de regarder des détails très fins sur le spectre des étoiles et mesurer en particulier leur vitesse à des très bonnes précisions. Et pour revenir à, disons, mon imaginaire un peu à moi, ma fantaisie ou les rêves et théories qui peuvent m'animer, on connaît notre système stellaire avec des planètes gazeuses, des planètes telluriques qui orbitent autour de notre étoile. Est-ce que dans les observations d'exoplanètes que vous avez réalisées, enfin quand je dis vous, c'est les chercheurs et chercheuses à travers le monde, on a pu voir des choses qui étaient vraiment différentes de ce qu'on connaît. Par exemple, deux planètes sur la même orbite autour de leur étoile, ou voilà, des choses qu'on n'imagine pas forcément. Alors, dans le système solaire, on voit à peu près 3 types de planètes. Il y a les planètes rocheuses, en fait, qui sont les 4 à l'intérieur les plus proches du Soleil. Après, il y a 2 planètes géantes qui sont riches en hydrogène, Jupiter et Saturne, qui sont très, très grandes et volumineuses, sont des systèmes à elles seules. Et puis après, il y a les lunes glacées, Et après, il y a les planètes glacées, donc géantes gazeuses, mais contenant de l'eau. Donc Uranus et Neptune. Donc on a un peu 3 types de planètes dans le système solaire. Alors dans les exoplanètes, on a été très surpris de découvrir 2 autres types de planètes qu'on ne connaît pas du tout dans notre système solaire. D'abord les Jupiter chauds, donc 51 PEC B, c'était la première de cette catégorie-là. En fait, c'est très exotique, on en a trouvé très peu alors qu'elles sont faciles à voir. Mais quand même, elles existent. Ce sont des planètes aussi massives que Jupiter, mais qui sont très proches de leur étoile, qui tournent en quelques jours autour de leur étoile. Et du coup, ces planètes sont très chaudes. Donc, on n'a pas du tout ça dans le système solaire. Donc, ces planètes géantes chaudes, c'est un peu une nouvelle catégorie que les théoriciens doivent comprendre. Et voilà. Et puis, la deuxième catégorie qui n'existe pas dans le système solaire et qui pour l'instant, sont les planètes les plus nombreuses qu'on a trouvées, quasiment, sont des super-terres. Donc, on a toujours des noms très originaux. Donc, c'est des terres qui sont plus grosses que la Terre, mais 2 fois plus grosses en rayon, à peu près, 10 fois plus grosses en masse, et qui sont probablement rocheuses. Enfin, elles ont toutes les raisons d'être rocheuses. Et il y en a vraiment beaucoup dans les exoplanètes. Donc, ça laisse à penser que c'est les planètes assez communes dans la galaxie. Alors, on ne peut pas toujours les distinguer d'autres planètes qu'on appelle les sous-Neptunes. Donc, ils sont comme Neptune, mais un peu plus petites. Et qui ont à peu près les mêmes caractéristiques que les super-terres, mais sauf qu'elles ont une densité plus petite, donc un peu comme la densité de l'eau, ou comme si elles avaient une énorme enveloppe gazeuse. Donc tout ça, ça laisse à penser qu'on ne connaît pas la structure interne de tous les types de planètes. Et tu parles de super-terre. Pour éviter que l'appellation soit trompeuse, bien sûr on parle de planètes qui sont plus grandes que la Terre, mais pour autant qui ne sont pas composées comme la Terre ou qui ne sont pas habitables. C'est pour clarifier justement les idées les plus folles qu'on peut voir. Alors oui, non, on est vraiment un peu limité à la mesure macroscopique de la taille, la masse. Quand on a la taille et la masse, on est tellement content déjà, parce que c'est des objets difficiles à voir. Et donc souvent on n'a que la masse ou que la taille, mais quand on a la masse et la taille, on est super heureux. Et on a souvent la distance à l'étoile, donc on a une idée de la température, de l'énergie qu'elles reçoivent de leur étoile. Donc ça, c'est vraiment important. Et aussi, quand on peut les mesurer en vitesse radiale, on a une idée de leur excentricité, donc de l'ellipticité de leur orbite. Toutes les planètes ne tournent pas dans des cercles. Certaines sont vraiment sur des orbites elliptiques. Et donc, elles vont passer un tout petit temps tout près de leur étoile et puis un plus grand temps plus loin de leur étoile. Donc ça fait des variations de température qui peuvent être importantes. Et tu parles de différents types d'exoplanètes. Est-ce qu'il existe aussi des exoplanètes naines, comme on pourrait dire? N'en déplaise aux Américains, Pluton est aujourd'hui considéré comme une planète naine. Est-ce que ce type de catégorie existe également chez les exoplanètes? Est-ce qu'elles sont observables en l'état par vos techniques, vos méthodes actuelles? Non, pas encore. La plus petite exoplanète qu'on a pu trouver, dont on peut mesurer la masse et tout ça, elle fait à peu près la taille de Mercure. Parce que les planètes naines, en fait, elles ont une orbite particulière dans le système solaire. Donc, pour les appeler dans cette catégorie-là,
on peut reconnaître qu'elles sont non seulement de petite taille, mais qu'en plus, elles ont une histoire dynamique différente. Donc, par rapport aux autres planètes du système solaire, elles ont eu un impact ou une histoire différente. Et elles sont arrivées plus tard dans le système. Et c'est ça qu'on appelle les planètes naines. Alors, pour trouver des exoplanètes naines, il faudrait déjà connaître l'architecture du système, en fait, pour pouvoir savoir qu'est-ce qui n'est pas normal dans ce système, quelque part. Donc on n'en est pas là tout à fait. Par contre, je pourrais rebondir là-dessus parce qu'on a des exocomètes. Il y a un système en train de se former où on a déjà des planètes, c'est Beta Pictoris. On a déjà des planètes géantes dans ce système et on sait aussi que régulièrement il tombe des comètes. On voit des comètes passer dans le système. Et du coup, donc, comme tu disais, avec les méthodes pour aller trouver des exoplanètes, vous commencez souvent par trouver l'étoile, j'imagine. Mais comment vous trouvez l'étoile ? J'imagine que vous pointez pas un télescope au pif dans l'espace et vous dites ah tiens, il y a un point lumineux là, on va aller voir ce que c'est. Ah, coup de bol, c'est une étoile, on regarde autour. Comment ça se passe un petit peu l'ordre des choses ? Ouais, les étoiles, on les connaît depuis longtemps. On regarde des étoiles brillantes dans notre environnement solaire. Donc, c'est des voisines, en fait. On les connaît bien, les étoiles brillantes de l'environnement solaire. Elles sont cartographiées, observées sous tous les angles depuis des centaines d'années, j'ai envie de dire. Et donc, on les connaît assez bien. Les étoiles, on les choisit souvent en fonction de la méthode qu'on veut utiliser. Par exemple, pour la méthode des vitesses radiales, on a besoin, pour mesurer cette vitesse avec la précision requise, on a besoin d'étoiles qui ont beaucoup de raies dans leur atmosphère. Les raies, c'est dû à la présence d'atomes qui sont plus froids dans l'atmosphère de l'étoile et qui vont donc absorber une partie de la lumière. Et du coup, s'il y en a beaucoup, on a une mesure plus précise. Si elles ne tournent pas vite, on a une mesure plus précise. Donc on peut choisir comme ça des étoiles qui sont dans la bonne gamme de température et dans la bonne gamme de vitesse pour qu'on soit sûr de pouvoir faire la mesure avec la précision requise. Donc les un peu plus de 6000 exoplanètes qu'on a déjà identifiées, c'est des exoplanètes qui sont entre guillemets nos voisines. Oui, c'est ça. On va pas essayer de voir de l'autre côté de la galaxie quand on ne sait pas déjà ce qu'il y a dans notre environnement solaire. Et c'est pas si simple qu'on puisse se permettre d'aller chercher dans d'autres galaxies non plus. Donc on essaie de comprendre dans notre environnement solaire, disons jusqu'à 1000 années-lumière ou 5000 années-lumière, disons. Donc tout près, quoi. C'est ceux dont les systèmes planétaires sont faits. Et puis après, on pense qu'on peut extrapoler à d'autres endroits de la galaxie, parce que notre environnement solaire n'a rien de particulier. Et tout à l'heure, Thomas faisait une précision importante sur les super-terres, la question de l'habitabilité, qui est souvent un peu le point qui intéresse le grand public, parce que nécessairement, on a cette curiosité-là, mais on sait qu'on découvre des exoplanètes qui sont dans ce qu'on appelle la zone d'habitabilité. Qu'est-ce que tu peux nous en dire et comment on définit cette zone-là et quelles sont, si on le sait, les proportions d'exoplanètes qui se trouvent dans cette zone d'habitabilité-là ? Oui, alors il faut comprendre que c'est difficile de chercher des planètes habitables à distance. Donc on est toujours un peu gêné d'avoir un argument aussi simpliste, mais on est obligé de choisir des arguments simplistes pour commencer, pour essayer d'avancer, quoi. Et du coup, cette question de la zone habitable, donc c'est une zone où la température est tempérée à la surface des planètes. Donc elle est tellement tempérée que de l'eau sur la surface d'une planète rocheuse qui serait à cet endroit-là serait liquide pendant des milliards d'années et elle pourrait rester liquide assez longtemps avec des océans ou que sais-je. Donc si on regarde le système solaire, il y a une zone habitable autour du Soleil qui inclut la Terre. On a de la chance, on est sur une planète habitable et magnifique. Il y a aussi Mars qui est au bout, mais à l'intérieur de la zone habitable du Soleil. Mais on sait que Mars a eu d'autres problèmes. Elle a perdu son océan assez jeune parce qu'elle n'était pas assez massive. Et Vénus, par contre, est à l'extérieur de la zone habitable. Elle est trop près du Soleil pour être dans la zone habitable. Donc c'est une zone qui permet que l'eau soit entre 0 et 100 degrés à la surface d'une planète qui serait là. Et donc il y en a autour de toutes les étoiles. Alors si l'étoile est plus chaude que le Soleil, elle va être plus loin, la zone habitable, que celle de la Terre. Mais si l'étoile est plus petite, comme l'étoile qui est la plus proche de nous, Proxima, elle a une zone habitable qui correspond à des planètes qui tournent en à peu près 10-15 jours autour d'elle. Donc c'est beaucoup plus proche que notre année.
Donc les étoiles qui sont plus petites, elles sont moins lumineuses et donc leur zone habitable est beaucoup plus proche. Donc on est d'accord, on n'a pas encore trouvé des petits hommes verts ou d'autres humains ailleurs dans la galaxie. Alors des humains, c'est sûr que non. Des petits hommes verts non plus. Voilà, la recherche de vie dans l'univers, c'est une science à part. Hein. C'est une science qui touche à la géologie, à la chimie, à la biologie, un peu à l'astronomie, même à la philosophie, parce qu'il faut définir aussi ce que c'est que le vivant. Et donc il y a vraiment beaucoup d'aspects à ce domaine-là. C'est de la recherche qui passionne plein de gens et qui fait beaucoup de progrès. Mais dans un point de vue d'astronome, non, on n'a pas encore découvert de biosignature. Alors la façon dont on pourrait imaginer trouver des systèmes vivants à distance, ce serait vraiment que la vie sur cette planète ait envahi son atmosphère pour qu'on puisse le voir à distance. Donc on n'est pas à rechercher des choses extrêmes ou difficiles à produire ou qui ne vont pas se produire dans n'importe quelle condition. Il faut vraiment que ça ait envahi la planète au point que son atmosphère s'en trouve en déséquilibre ou avec un mélange de gaz qui ne pourrait pas rester là sans avoir un réservoir vivant derrière. Donc ça, on est vraiment, je pense, pas tout à fait prêt encore à trouver ça. Et tu évoquais des disciplines scientifiques, des spécialités, disons, tu citais notamment les géologues, dont on a déjà parlé dans d'autres podcasts, notamment avec des collègues de l'IRAP qui travaillent, eux, sur Curiosity, Perseverance, qui sont physiquement sur Mars, pas les collègues, les robots, j'entends bien entendu, mais qui, eux, ont du coup une approche et de la matière différente de la vôtre, et qui est tout aussi intéressante, mais sur lesquelles vous êtes parfaitement complémentaires. Mais on parlait justement de Curiosity, de Perseverance, qui sont 2 rovers sur la planète Mars. Toi, tu travailles sur des instruments aussi, qui sont, eux, à Hawaï, comme tu l'évoquais dans ton portrait d'espace, et aussi aujourd'hui au Pic du Midi, avec Spirou à Hawaï et SPIP au Pic du Midi. Ceux qui seront amateurs de bande dessinée auront le jeu de mots, en tout cas je l'espère. En quoi ces instruments aujourd'hui ils sont cruciaux pour découvrir de nouvelles exoplanètes et comment ils s'articulent l'un avec l'autre aussi? Donc Spirou et SPIP ont été conçus pour répondre à 2 questions. Donc la première, c'est de rechercher des planètes autour des étoiles qui sont les plus nombreuses et les plus communes dans la galaxie, dans notre environnement stellaire, c'est-à-dire les naines rouges. C'est vraiment les 3/4 des étoiles qui nous environnent sont beaucoup plus petites que le Soleil. Elles sont un tiers ou une dixième de la masse du Soleil. Donc elles sont vraiment des toutes petites étoiles. Et ces étoiles-là, elles émettent leur lumière dans l'infrarouge et pas dans l'optique. Donc d'ailleurs, elles ne sont pas visibles à l'œil nu. Proxima, qui est l'étoile la plus proche de nous après le Soleil, elle est toute près, mais on ne peut pas la voir à l'œil nu parce qu'elle est juste trop faible. Alors, par contre, elle est brillante en infrarouge. Donc là, on peut aller l'observer. Donc voilà, Spirou et SPIP, ils observent en infrarouge pour regarder ce type d'étoile. Et aussi, ça leur permet de regarder des étoiles qui sont dans leur cocon en train de se former. Donc ça, c'est les 2 avantages de l'infrarouge de Spirou et SPIP. Et du coup, l'autre particularité de cet instrument, enfin de ces 2 instruments jumeaux, c'est le polarimètre qui permet d'analyser la lumière de façon à connaître le champ magnétique des étoiles. Et ça nous permet en fait de distinguer ce qui est signature des planètes de ce qui est signature du champ magnétique de l'étoile. Parce que ce qui nous limite aujourd'hui avec la méthode des vitesses radiales, c'est pas spécialement les instruments. On est capable de descendre et de calibrer, d'être ultra précis en mesure. Mais c'est le fait que ce qu'on regarde vraiment, c'est l'étoile et pas la planète. Et les étoiles ne sont pas du tout des êtres simples et homogènes et qui ne varient jamais. Au contraire, elles ont des éruptions, elles ont des cycles de vie, elles se tournent sur elles-mêmes, elles ont des taches qui apparaissent, qui disparaissent, elles ont de la convection. Et tout ça, c'est généré par le champ magnétique de l'étoile. Et donc, Spirou et SPIP ont cet avantage particulier qu'ont n'ont pas les autres spectrographes, qui peut regarder le champ magnétique des étoiles en même temps qu'on cherche les planètes. Et c'est assez fou, ces 2 instruments qui, on le rappelle, ont été conçus et fabriqués ici à Toulouse, à l'IRAP, donc dans le laboratoire dans lequel tu travailles. Et on est vraiment dans l'actualité parce que SPIP est monté
tout en haut du pic du Midi en fin d'année dernière, courant d'année dernière, je crois, si je dis pas de bêtises. En octobre. En ouais. octobre. Et c'est quand même pas une masse à faire. On rappelle que le pic du Midi, c'est 2877 mètres d'altitude. Donc ça a pris du temps et ça a été complexe, on le sait. Là, on est encore dans une phase de calibration de l'instrument. Est-ce qu'on peut s'attendre à des premières observations réelles, j'allais dire, enfin, les premières observations officielles bientôt? Oui, alors en fait, demain, demain, il va y avoir des premières. Alors, je précise juste que nous sommes le 16 mars au moment Voilà. où nous enregistrons. Donc, dans quelques jours, disons, on va avoir, je pense, une partie de l'instrument qui va commencer à recevoir les photons des étoiles. Une seule partie de l'instrument. L'instrument est dans deux parties. Il y a la partie qu'on met au télescope et qui a besoin d'un réglage particulier parce que c'est une interface. Donc, voilà, on a besoin. Donc, on va faire ces tests-là cette semaine. Et puis, le gros de l'instrument, en fait, c'est un spectrographe qui, lui, a besoin de la plus grande stabilité possible. Donc, il est très loin du télescope, qui bouge, qui induit plein de variations. Donc, lui, on l'a mis tout au fond de la tour du télescope Bernard-Lyot, de 2 mètres, au pic du Midi. Donc, tout en bas, il est posé sur la montagne et dans l'endroit le plus stable du pic. Et ils vont être reliés par fibre optique. Donc pour l'instant, les deux parties ne sont pas reliées par fibre optique, donc on ne peut pas faire une image directement. Donc ça va prendre quelques mois, des semaines d'installation et puis quelques mois pour qu'on soit bien sûr que ces premières observations montrent bien la performance de l'instrument. On l'a testé déjà plein de fois avec plein de lampes et on est sûr que c'est un bel instrument. Mais maintenant, il faut qu'il puisse s'interfacer avec le télescope et puis voilà, montrer qu'il peut aussi mesurer la vitesse radiale des étoiles. Donc là, demain ou dans les prochains jours, ce sera ce qu'on appelle la première lumière, c'est ça? Non, la première lumière, il faut que ça aille jusqu'au détecteur. Ok, Donc, d'accord. non, Parce que j'avais cru comprendre que la première lumière était un grand moment. Oui, c'est un Donc, grand moment, mais ça ne va pas être pour tout de suite. Il faut être un peu patient. On approche. Et au niveau de la recherche, donc on évoquait SPIP, Spirou, le VLT qui est au Chili. Combien de télescopes autour de la Terre sont utilisés pour faire de la recherche d'exoplanètes? Alors, il y a les télescopes qui sont sur la Terre et puis il y a ceux qui sont dans l'espace. Hein. Il y a deux types d'observatoires. Sur la Terre, c'est pas seulement les télescopes, mais c'est vraiment les instruments qui sont spécifiques. Donc, il peut y avoir des télescopes qui ont plusieurs instruments, dont un va être spécialement dédié et optimisé pour regarder quelque chose des exoplanètes. Ça peut être la mesure de masse ou autre chose. Et donc, de l'ordre de grandeur, c'est entre 10 et 20. Il y en a quand même. Il y en a entre les équipes américaines, les équipes européennes et le reste du monde qui contribue à ces recherches, disons une vingtaine d'instruments. Et vous travaillez plus ou moins tous ensemble, vous partagez les données ou c'est un petit peu limité par laboratoire, par pays? Comment ça se passe les travaux justement entre entités de recherche? Alors ça dépend beaucoup des infrastructures, des observatoires. Il y a des petites équipes et puis de plus en plus les travaux se font en grands consortiums. Donc on est maintenant assez souvent dans des grosses équipes. Par exemple, en ce moment, il y a le satellite de la NASA TESS qui observe. Donc il observe lui en permanence depuis l'espace toutes les étoiles brillantes, les unes après les autres. Toutes les demi-heures, il fait une observation d'un champ. Et du coup, ces courbes de lumière, elles sont immédiatement publiques. Mais dans ces courbes de lumière, il va y avoir des candidats de planètes en transit et il faut continuer à les observer depuis le sol pour mesurer d'autres caractéristiques de leur orbite et leur masse et leur excentricité en particulier. Et donc ça se fait un petit peu en collaboration et des fois un petit peu en compétition. Donc c'est le premier qui va trouver la masse ou qui a suffisamment de mesures pour mesurer la masse qui va publier en premier. Et on connaît un petit peu ce fonctionnement compétition et aussi libre accès des données, ce qui est une chose très importante avec le JWST. Est-ce que c'est un outil que vous utilisez dans la détection des exoplanètes? Si oui, pourquoi? Quel avantage il a? Alors moi, pas directement. J'ai des collègues qui l'utilisent en imagerie directe parce que ça peut être vraiment un instrument qui est très puissant pour l'imagerie directe. C'est un grand télescope dans l'espace, donc il a une optique très stable
et en même temps un grand télescope donc, qui permet de regarder ces images d'exoplanètes. J'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais les exoplanètes qu'on arrive à voir, c'est des planètes géantes qui sont loin de leur étoile. Donc c'est celle-là et puis ça aide un petit peu si le système est très jeune et que la planète n'a pas eu le temps de se refroidir. Et du coup, on a trouvé une cinquantaine de planètes par imagerie directe aujourd'hui et quelques-unes par James Webb. James Webb n'est pas fait pour faire des vitesses radiales et pas fait pour faire des transits. Donc ce qu'il va faire par contre, c'est la caractérisation de l'atmosphère des planètes trouvées depuis d'autres observatoires. Donc il va faire de la spectroscopie en infrarouge thermique, ce qu'il fait très bien, et là trouver des signatures du CO2, d'autres espèces moléculaires qu'on ne peut pas voir depuis la Terre, ne serait-ce que parce que nous aussi on a une atmosphère et que c'est un peu gênant. Mais on voit du coup à ce moment-là, c'est que JWST et d'autres observations sont complémentaires aux vôtres, et quand vous découvrez une exoplanète, d'autres chercheurs et chercheuses dans d'autres disciplines vont aller chercher plus loin comment fonctionnent, comment sont composées en fait ces exoplanètes. Donc c'est vraiment là où on voit que la temporalité de vos recherches, là où vous êtes en amont, et d'autres personnes sont sûrement en amont de vous, d'autres viennent après pour compléter ce que vous observez en fait. Oui, c'est ça, ouais. C'est vraiment le plus difficile, c'est d'arriver à suivre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, donc on essaye de communiquer suffisamment pour savoir un petit peu les choses croustillantes qui se passent et qu'on pourrait suivre avec nos moyens ou auxquels on peut apporter des réponses quand d'autres sont limités. Et l'inverse est vrai aussi. Après, quand on a trouvé quelque chose, on a envie de le faire savoir pour que d'autres qui avec d'autres moyens puissent aller plus loin encore. Et une question qui sera certainement ma dernière, mais alors, tu l'as dit, au niveau des télescopes qui sont sur Terre pour faire les observations depuis la Terre, on n'est pas sur le télescope de plusieurs centimètres, voire de quelques mètres, planté dans le jardin. On est sur des télescopes plutôt imposants, avec des technos assez lourdes qui sont au sommet de montagnes, placés stratégiquement. Mais pour autant, est-ce qu'aujourd'hui, dans vos recherches, dans vos observations, la pollution lumineuse, les débris spatiaux, l'activité satellitaire vient troubler tout ça? Est-ce que c'est un enjeu ou est-ce que vous le ressentez pas encore autant que les astronomes amateurs qui sont peut-être un peu moins bien équipés? Alors, bien sûr, on est très gêné par les satellites nombreux et tout ça, mais plutôt pour la partie imagerie. Donc moi je fais de la spectroscopie et quand je mets une étoile dans la fibre optique de 90 microns qui va nourrir mon instrument, je ne vois que une arc-seconde sur le ciel. Donc j'ai très peu de chances qu'un satellite vienne passer là à un moment où je fais une pause dessus. Donc on n'est pas dans toutes les techniques, on ne va pas être gêné de la même façon par les pollutions humaines du ciel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention à garder le ciel le plus noir possible pour les générations futures. Et puis ce que je voudrais dire aussi, c'est que les amateurs, ils ont vraiment un grand rôle à jouer. Il y a une mission, par exemple, spatiale qui va se passer dans le futur, là, à partir de 2029, Ariel, qui va être lancée par l'ESA et qui va permettre de regarder l'atmosphère des exoplanètes. Et c'est vraiment dédié à ça. Mais pour pouvoir regarder des atmosphères de planètes pendant leur transit, par exemple, il faut savoir très précisément quand le transit va se passer. Et ça, les amateurs peuvent vraiment jouer un rôle important en suivant les transits qui sont déjà découverts, mais qu'on ne peut pas suivre parce qu'on ne peut pas tout faire, quoi. Et du coup, il y a tout un réseau énorme de personnes ultra motivées, ultra passionnées, qui font des choses incroyables dans leur jardin et qui mesurent des transits d'exoplanètes et qui permettent d'alimenter des bases de données qui font qu'on ne perd pas de vue l'éphéméride de la planète. Elle pourrait glisser dans le temps parce qu'on a une erreur sur la première mesure et puis si on n'observe pas pendant 10 ans, on va perdre simplement la mesure exacte. Donc vous l'aurez compris, si vous êtes avec votre petit télescope dans votre jardin, vous pouvez contribuer activement à la recherche actuelle. Oui, merci. Et pour terminer aussi, ma dernière question qui sera en 2 parties, c'est de savoir, est-ce qu'on sait déjà quels seront
les futurs instruments, ou les instruments du futur, disons, pour le domaine des exoplanètes, de la découverte d'exoplanètes. Et est-ce qu'il y aurait éventuellement aussi de nouvelles méthodes qui seraient en train d'être théorisées? Tu nous as parlé de la méthode du transit et des vitesses radiales. Est-ce que, sans pour autant dire qu'il existe déjà des travaux avec d'autres méthodes, est-ce qu'on pourrait penser utiliser d'autres méthodes à l'avenir? Alors, il y a 2 missions dont il faut que je parle. C'est aussi des missions spatiales. D'abord, c'est Gaïa. Gaïa, c'est pas vraiment le futur parce qu'elle a déjà fini ses observations, mais le traitement de ces observations prend des années. Et c'est parce que c'est des milliers de millions d'étoiles. Donc, c'est vraiment beaucoup. Et c'est 70 visites par étoile, etc. Enfin, c'est énormément de données. Et avec une très grande précision. Et ça utilise la méthode d'astrométrie. Et donc l'astrométrie, c'est vraiment pareil que les vitesses radiales, c'est-à-dire que la planète agit sur l'étoile gravitationnellement, fait faire des ronds dans le ciel à l'étoile, et on mesure les ronds dans le ciel directement par rapport à d'autres étoiles qui ne bougent pas. Et donc ces mesures Gaïa vont arriver à la fin de l'année prochaine pour une partie, et puis en 2030 pour une deuxième partie. Donc ça va vraiment révolutionner, ça va apporter des milliers de nouvelles planètes et qui sont complémentaires à celles qu'on trouve aujourd'hui parce qu'elles sont à l'extérieur des systèmes. Donc ça, c'est une chose. Et puis la deuxième mission qui est en cours de finition et qui va être lancée dans un an, c'est la mission Plateau qui va faire des transits à nouveau et qui, cette fois, a l'objectif de regarder des terres. Parce que la méthode de transit, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais elle est un peu biaisée vers les courtes périodes orbitales. Donc c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus probable de trouver un transit d'une planète qui a quelques jours de période plutôt que quelques mois ou quelques années. Et là, ce qu'on voudrait faire avec Plateau, c'est trouver des analogues à la Terre, donc qui ont autour d'une étoile comme le Soleil des périodes de 1 an. Et donc là, il faut vraiment observer énormément d'étoiles pour trouver les quelques-unes qui seront vues par la tranche. Et donc la mission Plateau, elle va commencer à fournir des candidats dans 1 an à peu près. Et est-ce qu'il existe des méthodes, ou en tout cas on pense qu'il pourrait exister des méthodes d'observation donc indirectes autres que celles qu'on a aujourd'hui? Alors peut-être une méthode mais pourtant on a déjà essayé beaucoup depuis 20 ans, mais avec le développement de la technologie, ça peut peut-être devenir plus facile. C'est les méthodes indirectes qu'on peut faire avec des radiotélescopes, par exemple. Des radiotélescopes, ils peuvent prendre par exemple, si on regarde Jupiter en radio, il est plus brillant que dans d'autres longueurs d'onde. Il peut être très brillant à certains moments à cause des aurores. Et ces aurores sont le signe de l'interaction avec son étoile. Donc, c'est des choses qui sont universelles. On pense sur d'autres planètes géantes, il y a probablement des aurores dues à l'interaction avec leur étoile. Et du coup, on peut imaginer que certaines planètes seront difficiles à trouver d'une autre façon, mais peut-être très brillantes en radio. Et donc, c'est peut-être un truc du futur. Eh bien, c'est une manière très intéressante et motivante de terminer ce podcast, et je tenais juste à dire qu'on a parlé de Gaïa. On a eu la chance de recevoir le responsable des contributions françaises de Gaïa au CNES. Willem Roux. Willem Roux. Willem Roux. Bien joué, je ne me rappelais plus de son prénom, donc tu m'as sauvé la vie. Donc on vous invite à aller écouter ce podcast, et comme tu le disais, il y a encore beaucoup de choses, même si l'observation en tant que telle est terminée, le traitement des données et même la livraison des données n'est pas encore terminée, et il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Je commence à te remercier chaleureusement d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était vraiment passionnant. On sent qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et à découvrir dans votre domaine, et donc on va continuer à s'y intéresser de près, et j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser pour faire un petit peu une mise à jour de ce que tu auras pu découvrir, et sur aussi la vie de SPIP qui est en cours de finalisation. Donc merci encore. Et à mon tour de te remercier, merci beaucoup Claire pour tout ce que tu nous as partagé, pour ta passion, on sent qui t'anime, que tu nous partages et qui nous met des étoiles dans les yeux, entouré d'exoplanètes, si je puis dire, pour le jeu de mots lié. Merci Simon pour ce podcast. Mais on a une petite tradition qu'on t'a pas annoncé au début, c'est volontaire. On te laisse la dernière minute. Alors la dernière minute, ça peut être les 10 dernières secondes, ça peut être la dernière demi-heure, tu en fais ce que tu veux, le mot de la fin, il est pour toi. Encore un grand merci, sache que tu peux dire ce que tu veux, un message
pour toi dans 10 ans, un message pour quelqu'un d'autre, un retour sur des recherches, absolument ce que tu veux. Le micro est à toi et encore un grand merci Claire. Merci beaucoup, quel honneur. Je vais finir, comme je finis souvent les conférences, en rappelant qu'on est sur une planète habitable absolument incroyable et qu'il faut vraiment en prendre beaucoup soin parce que l'homme n'est pas du tout amené à partir dans l'espace. Donc il y a aussi, on entend beaucoup sur les réseaux des gens qui s'imaginent que l'humain pourrait habiter ailleurs que sur la Terre. Moi, je ne suis pas du tout convaincue de ça. Et je crois qu'il faut vraiment faire attention à notre planète habitable. Certes, on n'est pas une espèce qui est très résiliente. À quelques degrés près, on frémit déjà, alors que d'autres bactéries peuvent vivre à plus ou moins 100 degrés sans problème. Mais voilà, si on veut chercher une planète habitable, on en a déjà trouvé une. Voilà. Et puis, moi, j'aimerais personnellement trouver d'autres planètes habitables, mais pas du tout pour y déménager l'humanité. Non. S'il vous plaît, restez sur Terre.